porter sur trois objectifs. Donc, le premier, c'est rappeler sur quel fondement s'appuyer pour définir les MPC, les EPI. Donc, ça, ils en ont pas mal parlé en introduction, mais comme ça, ça fera une jolie synthèse. Voilà, et je fais la transition. Faire un petit point, rappeler que les travailleurs amiantes, qu'il intervient en sous-section 3, en sous-section 4, il est soumis en fait à la même protection. Les poumons du plombier ne sont pas plus forts que les poumons non des amianteurs. Et le troisième point, donc effectivement, alors je voulais effectivement parler de la gestion des consommables et des matériels, mais ça n'allait pas faire tout un sujet. Donc, j'ai voulu donner des axes de réflexion sur la gestion pratique d'un matériel amiante pour amener effectivement les entreprises. Alors, les sous-sections 3, normalement, sont déjà aguerries, mais on a encore quelques lacunes. Et les sous-sections 4, ça leur donnera des idées pour effectivement faire leur suivi parce qu'elles aussi sont soumises. Et ça, on va le voir dans la présentation. Donc, tout d'abord, je vais quand même faire une petite introduction pour vous présenter Global Certification. Donc, Global Certification, c'est une société qui aura 30 ans l'année prochaine. Donc, historiquement, Global avait la volonté de répondre aux évolutions techniques, législatives et humaines du secteur du transport et de la logistique. En développement des activités d'expertise sur ce secteur et développement d'activités de certification. On est notamment certificateur d'organismes et testeurs CACES. Et fort de notre expérience en certification des organismes et testeurs CACES, Global Certification a développé différentes offres de certification, principalement à destination des organismes de formation, mais aussi plus récemment, donc en 2014, à destination des entreprises de traitement de l'amiante. Donc, voilà nos différents produits. Donc, comme évoqué, notre offre des certifications, c'est pas mal étoffé depuis l'époque. On était certificateur des organismes testeurs CACES. Donc, aujourd'hui, on est également certificateur des organismes de formation DTI, des organismes de formation PCR, CSPS, des organismes de formation amiante. Notre dernière offre de certification étant bien sûr l'offre Calliope, puisque aujourd'hui, tout organisme de formation réglementaire doit être certifié suivant le référentiel Calliope. Et le tout dernier référentiel qui est rentré cet été, c'est l'offre OCR, puisque maintenant, nous pouvons recevoir la certification des organismes compétents en radioprotection. Mais ce qu'on va voir aussi, c'est là, cette petite vignette, la vignette amiante entreprise de traitement, puisque donc Global Certification est accrédité par le COFRAC, pour certifier les entreprises de traitement de l'amiante. Donc, on est l'un des 3 organismes certificateurs accrédités aujourd'hui. On représente 120 entreprises certifiées, ce qui représente 10% du marché. Voilà. Donc, après cette courte introduction et dans le cadre de cette présentation, donc c'est ce que je disais, donc je vais aborder comment le choix des EPI et des MPC se décline de l'évaluation préalable des risques, quelle que soit la sous-section traitée. Nous ferons ensuite un petit point sur les exigences relatives à la protection des travailleurs pour chacune des 2 sous-sections. Et enfin, je détaillerai de manière plus pratique comment on peut assurer le suivi de son matériel amiante, pour lequel d'ailleurs les 2 sous-sections sont visées par l'article 6 de l'arrêté MPC dont nous a parlé Dominique Payen tout à l'heure. Alors, tout d'abord, et ça, nos amis qui sont intervenus l'ont très bien dit en démarrage, je crois qu'Aurore a été la première à en parler. Il convient de rappeler que d'après les principes généraux de prévention, alors là je vous renvoie à l'article L 4121-2 du Code du travail, les mesures de protection collective sont la 8e des 9 mesures qui apparaissent dans les principes généraux de prévention. Effectivement, la première mesure consiste à éviter le risque, ensuite on évalue le risque, ensuite on combat les risques à la source, et j'en passe. Donc, les mesures de protection collective, normalement, ne sont mises en place que lorsque les mesures de prévention portant sur l'élimination ou la réduction du risque ne sont pas suffisantes. En ce qui concerne l'amiante, que ce soit en sous-section 3 ou en sous-section 4, le sujet des travaux étant d'intervenir directement sur l'amiante, effectivement, le fait d'éviter le risque est impossible. Donc, dans ces cas-là, il va falloir faire 2 choses. La première chose, ça va être limiter le risque, en le limitant autant que possible à la source de l'émission, en particulier dans le cadre des processus, et se protéger aussi du risque, là, en adoptant des mesures de protection collective et individuelle.
Alors, pour ce point, effectivement, à ce moment-là, on va avoir… Oups, pardon, je suis revenue en arrière. Hop. Pour ce faire, on va s'appuyer par contre sur la fameuse évaluation des risques préalables. Donc ça, c'est Michel Gazin qui en a bien parlé. Effectivement, on n'improvise pas le choix des moyens de protection collective ou des moyens de protection individuelle. On doit d'abord évaluer les risques. Et pour ça, le premier acteur, ça va être le maître d'ouvrage. Pourquoi le maître d'ouvrage? Parce que c'est lui déjà qui va établir le cahier des charges des travaux à réaliser. Est-ce qu'on intervient dans un milieu occupé? Est-ce qu'on intervient dans des travaux de retrait? Est-ce que c'est une intervention? Est-ce que c'est un immeuble qui va être démoli? Est-ce que c'est une réhabilitation? Donc ça, c'est déjà le maître d'ouvrage qui va le définir. Ensuite, c'est le maître d'ouvrage qui va s'arranger, qui va faire en sorte que des rapports de repérage les plus exhaustifs possibles soient réalisés. Ça, c'est en plus, il y a la loi travail qui l'a bien rappelé, c'est de l'obligation du maître d'ouvrage de fournir ça. Souvent, on reproche aux entreprises certaines choses, mais forcément, si le rapport de repérage n'est pas exhaustif, l'entreprise ne peut pas savoir ce qu'elle a à faire et forcément peut se tromper dans son processus. Donc, au maître d'ouvrage de faire réaliser des rapports de repérage amiante les plus exhaustifs avant travaux, avant démolition. Et un dernier point, ça aussi vous en avez parlé en introduction, dans le cadre de l'opération, c'est le maître d'ouvrage qui va définir est-ce que c'est des travaux de retrait, est-ce que ça relève de la sous-section 3 ou est-ce que c'est une intervention et ça relève de la sous-section 4. Et il appartiendra au maître d'ouvrage de faire appel soit à une entreprise certifiée, soit à une entreprise qui dispose de personnel formé et qui va établir des modes opératoires pour intervenir sous section 4. Donc déjà, rien que ça va permettre d'apporter des éléments pour que l'entreprise puisse, elle, définir quel processus elle va mettre en œuvre. Donc là, c'est Michel Gazin qui en parlait, où effectivement, l'entreprise, il faut qu'elle classe ses processus en fonction de l'empoussièrement qu'ils vont produire et elle va faire en sorte que son processus émette le moins possible en y ajoutant des moyens de protection collective dits de processus, donc qu'on va appeler de processus, qui sont dans les articles 108 et 109 du 44-12. C'est des moyens où on va avoir de l'imprégnation à cœur, de l'abattage de poussière, l'aspiration à la source. Et une fois que ces processus sont définis avec des moyens de protection et une réduction maximale des poussières, on va mettre en œuvre ce processus et on va devoir se protéger du risque résiduel en mettant en œuvre des moyens de protection collective, un renouvellement d'air, donc on va faire un bilan aérolique, en mettant des moyens de protection collective, de protection de surface, et derrière, en mettant des moyens de protection individuelle, notamment pour recouvrir, se protéger le corps avec une combinaison, se protéger les mains et les pieds avec des chaussures et des gants étanches, et se protéger les voies respiratoires avec un équipement de protection respiratoire. Et à partir de là, l'entreprise évaluera le niveau d'empoussièrement en fonction du processus et établira un mode opératoire ou un plan de retrait. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Voilà. C'est très frustrant parce qu'on ne vous voit pas et on n'entend personne. Sinon, mais je suis là et merci, merci Xavier. Je me sens moins seule. Il y a Guillaume aussi, mais il a éteint son micro. Donc, la deuxième partie, c'était pour faire un petit focus sur la protection de la sous-section 3 versus la protection sous-section 4. Alors, on ne va pas revenir dans le détail sur tous les équipements, moyens de protection qui sont inscrits dans les textes, mais moi, j'ai souvent entendu des gens, enfin, des maîtres d'ouvrage, des entreprises, pas mes certifiés parce que c'est les meilleurs, mais d'autres, dire on va intervenir en sous-section 4 parce que franchement, ça ira plus vite, c'est moins problématique, ça va nous coûter moins cher. Oui, il y a des différences. Oui, en sous-section 4, il n'y a pas d'obligation d'être certifié. Donc forcément, ça vous fait gagner quand même le coût d'un certificateur. Oui, en sous-section 4, on n'envoie qu'un mode opératoire contre un plan de retrait. Ça vous fait gagner un mois. Pour autant, sous-section 3, sous-section 4, en termes de protection, c'est le même combat. Et ça, on va le voir avec les textes. Alors, je tiens juste à préciser que je ne reprends ici que les termes des arrêtés qui ont été cités tout à l'heure par Dominique Payen, qui sont les arrêtés du 7 mars, qu'on appelle l'arrêté EPI, et l'arrêté du 8 avril, qu'on appelle l'arrêté MPC de 2013. Et comme Dominique, je vais vous inviter à aller regarder l'instruction DGT 2015-238 qui est venue apporter énormément de précisions par rapport à la diminution de la VLEP, alors que de la diminution de la VLEP tout en maintenant les niveaux de protection, niveau 1, 2 et 3. Donc effectivement, allez regarder l'instruction de la DGT pour ceux qui ne la connaissent pas. Mais je ne suis pas rentrée dans ces détails-là, puisque sinon, on en aurait pour bien plus que 15 minutes.
Alors, juste la diapositive, la seule chose que je veux que vous voyez, en fait, c'est la petite ligne en bleu. En fait, c'est la seule disposition spécifique dans le cadre de l'arrêté du 7 mars 2013, dit EPI, qui touche la sous-section 4. C'est-à-dire que la sous-section 3 et la sous-section 4, en termes d'empoussièrement, sont soumis exactement aux mêmes moyens de protection individuelle. Le seul delta réside en sous-section 4 où, pour des interventions de niveau 1 inférieur à 15 minutes, on peut utiliser le masque FFP3 à usage unique, le fameux nez de cochon. Mais c'est vraiment dans des conditions très particulières, très spécifiques et vraiment réglementées. Tout le reste, sous section 3, sous section 4, c'est les mêmes moyens de protection individuelle pour chacun. Concernant la protection collective, alors là, on a quelques petits deltas, voilà, mais qui en fait concernent plutôt les dispositions de décontamination. Donc, on a quand même dans l'écrit du 4 mai 2012 un article, enfin, une définition de la décontamination qui précise que dans tous les cas, la décontamination est composée notamment de douchage des équipements de protection et de leur retrait et du douchage d'hygiène. Et il y a des précisions dans l'arrêté MPC qui vient préciser qu'en sous-section 3, on doit avoir un vestiaire d'approche, on doit avoir 3 compartiments, dont 2 douches, on doit avoir des renouvellements d'air spécifiques dans la douche, on doit avoir une installation spécifique pour les déchets avec 0,5 m par seconde. Pareil, en sous-section 3, on rajoute la surveillance de rejet d'eau, d'air, le suivi du confinement et de l'aérolique, les contrôles en fin de travaux avec un examen visuel et des mesures de restitution. Pour autant, si on regarde les moyens de protection vis-à-vis du taux de renouvellement d'air, de la protection des surfaces, et bien les deux sous-sections sont également soumises aux mêmes obligations réglementaires. Voilà, donc, et au-delà de ça, pardon, pour terminer, les deux sous-sections sont également soumises aux mêmes obligations de suivi, d'enregistrement et de traçabilité. C'est l'article 6 de l'arrêté du 8 avril. Et en fait, c'est dans cet arrêté que j'ai trouvé effectivement le point qui disait que les résultats des contrôles sont consignés, le cas échéant, dans le registre de sécurité mentionné, donc le registre de sécurité qui est présent dans toutes les entreprises de France et de Navarre et dans lequel on doit consigner tous les contrôles qu'on peut faire sur les matériels, les équipements de protection. Là, en l'occurrence, on nous écrit aussi que, on doit justifier du maintien en état et du renouvellement des moyens de protection mentionnés à l'article 44.12.111, dans le cas échéant, les dates de changement de fil, des préfits, des équipements de protection collective et des installations de filtration. Et on doit aussi tenir à jour les rapports des installations des équipements soumis à vérification périodique. Et alors, c'est là où je vais introduire ma troisième partie concernant le registre du suivi d'un matériel. Donc, pour cette dernière partie, en cohérence avec les obligations de traçabilité qu'on vient de voir à l'article 6 de l'arrêté du 8 avril, je vais vous proposer d'aborder la gestion d'un matériel depuis son acquisition jusqu'à sa réforme. Donc, pourquoi? Parce que la protection des travailleurs passe par l'utilisation aussi de matériel adapté, maintenu en état et conforme. Donc, on a vu aussi les obligations de formation au matériel. On a vu les obligations d'adaptation, d'adéquation avec le fit test. Les masques à protection respiratoire doivent être adaptés à la morphologie des salariés. Mais effectivement, souvent, on a des petits défauts dans le suivi d'un matériel. C'est-à-dire qu'on a un matériel, on a un certificat qui date, dans le meilleur des cas, de moins d'1 an, mais parfois, on n'a même pas de dossier de suivi, on ne sait pas quand a été acheté ce matériel. Donc, l'objectif de cette partie, c'est plutôt de donner effectivement des idées, donc autant sous section 3 pour renflouer ce qui se fait déjà, et en sous-section 4 pour s'y mettre, voilà, pour le suivi d'un matériel et s'assurer effectivement de son état juste à chaque utilisation, et ce jusqu'à sa réforme. Donc, je ne vais pas réinventer la poudre, c'est des choses très basiques, mais pour autant, elles ne sont pas toujours faites. Donc, voilà. Donc, dans un premier temps, ce que je vais vous proposer, c'est que quand vous faites l'acquisition d'un matériel, c'est de créer le dossier physique de ce matériel ou faire un dossier informatique, puisqu'aujourd'hui, tout est dématérialisé. Donc, c'est vrai qu'il y a de nombreux logiciels de gestion qui aujourd'hui existent sur le marché du désavantage, mais un simple fichier, un simple dossier papier et un simple fichier, un dossier informatique sur un serveur peut aussi faire l'affaire. Dedans, donc dans ce dossier matériel, on va le créer dès l'acquisition du matériel et on y enregistrera la facture d'achat, la notice technique qui va décrire notamment les caractéristiques suivant lesquelles le matériel a été choisi. Oui, effectivement, on va choisir un masque parce qu'il est adapté à la morphologie du salarié. On va le choisir aussi parce qu'il est facilement décontaminable.
On va choisir des extracteurs d'air parce qu'effectivement, suivant les volumes de pièces qu'on va avoir à confiner, eh ben, on va en prendre des plus gros ou des plus petits. Ce n'est pas la peine de prendre des 15 000 mètres cubes quand on ne fait que des toilettes. On va retrouver dans ce dossier la notice d'utilisation du fabricant, les différents certificats de conformité, CE, électrique, filtration, THE pour le cas échéant. Tous ces certificats de conformité, bien, on viendra les mettre à jour au fur et à mesure de la vie du matériel. On mettra également dans ce dossier les bons d'intervention et de maintenance, qu'on mettra également au fil de l'eau chaque fois qu'il y aura une intervention qui sera faite sur le matériel. Et à la fin, on mettra l'attestation de réforme et le BSDA associé à cette réforme pour un matériel qui notamment pourrait être support de déchets d'amiante. En plus de ce dossier, à côté, on va avoir, pour accompagner le matériel, sa fiche de vie. Donc, la fiche de vie, eh ben, c'est le carnet de santé du matériel, c'est-à-dire c'est en identification. Donc, il est né quand? Alors, c'est quand est-ce qu'on l'a acheté, c'est où est-ce qu'on l'a acheté, quand est-ce qu'on doit le réviser, qui est son fournisseur, où est-ce qu'on a un contrat d'entretien, qui est le contrat. À l'intérieur de cette fiche, on mettra également donc, toutes les dates des différentes étapes d'entretien. Est-ce que ce matériel est parti en révision chaque année? Est-ce qu'il a été réparé 3 fois dans l'année? Chaque fois qu'il y a une intervention, on l'enregistre. De la même manière que ce matériel doit faire aussi l'objet d'une affectation, soit sur un chantier, soit auprès d'un chef de chantier. Hein, c'est souvent le cas pour les anémomètres, les luxmètres, les contrôleurs de dépression. Ils sont affectés à un chef de chantier. Soit ils sont affectés à un salarié, c'est notamment le cas des appareils de protection respiratoire qui doivent être attribués de manière nominative. Donc ça, c'est la fiche de vie du matériel. Enfin, et non pas des moindres, donc on a un dossier dans lequel on enregistre tous les documents du matériel, on a une fiche dans laquelle on enregistre toute la vie du matériel, toute l'histoire du matériel. Enfin, on doit aussi avoir un état des matériels tels qu'on les possède dans l'entreprise. Donc, on va avoir le registre des matériels. Celui-ci qui va nous permettre de connaître à un instant T l'état et l'affectation de n'importe lequel des matériels de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que si j'ai 15 extracteurs d'air, 3 aspirateurs dans mon entreprise, il faut que j'ai un tableau qui me dise, bah voilà, sur mes 15 extracteurs, j'en ai 2 qui sont sur le chantier d'Artempion, j'en ai 2 qui sont dans la réserve, j'en ai 3 qui sont partis en révision et j'en ai 2 qui sont HS. Voilà. Les 3 aspirateurs, bah, ils sont affectés à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. De la même manière, dans le registre du chantier, je dois être capable, sur chaque chantier, de savoir quel est le matériel qui a été mis en œuvre, quels sont les contrôles et contrôles qui ont été réalisés sur ce matériel en cours de chantier, et ben, notamment les changements de filtre tels que ça nous est demandé dans le cadre de l'article 6 de l'arrêté du 8 avril. Voilà, donc c'est assez rapide là sur l'organisation des matériels, mais c'était surtout voilà, pour donner une idée aux entreprises et notamment aux entreprises de section 4 qui n'ont pas forcément la rigueur de la sous-section 3 de la qualité, parce qu'effectivement, il y a un manuel qualité en sous-section 3 qui impose de faire tout ça, d'avoir des idées et des pistes sur voilà, un matériel, voilà, mon aspirateur, qu'est-ce que j'en fais? Mon aspirateur, je lui crée un dossier, mon aspirateur, je lui crée une fiche d'identification, je lui crée une fiche de suivi de sa maintenance, une fiche de suivi de son affectation. Mon aspirateur, je sais, je l'enregistre dans un tableau et je sais à chaque fois que là, il est sur un chantier, là, il est en révision. Voilà. Et quand mon aspirateur est sur un chantier, sur ce chantier, je suis capable de retracer tout ce que j'ai fait sur cet aspirateur. Voilà. Je conclus donc maintenant. Donc en conclusion, voilà, je vous ai présenté le fait que le choix des moyens de protection collective individuelle doit découler de l'évaluation des risques préalables. On n'improvise pas le choix de nos moyens de protection collective, moyens de protection individuelle. Que les travailleurs sont soumis aux mêmes risques et donc aux mêmes exigences de protection individuelle et collective en sous-section 3 et en sous-section 4. Et enfin, il faut retenir qu'un matériel non conforme, non entretenu, non révisé, non suivi est vecteur de danger pour la santé et la sécurité des travailleurs amiantes, qui plus est lorsqu'il est utilisé pour la protection collective ou individuelle des dits travailleurs. Voilà, je vous remercie. Alors, il y avait des questions. Il y en avait une que je me posais moi, qui n'a pas été posée. C'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises pour lesquelles, en sous-section 3, il peut y avoir des risques de remise en cause de la certification parce que ces registres sont mal suivis, les appareils ne sont pas entretenus correctement. Est-ce que vous voyez ça déjà?
Oui, 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 ça on le voit. Alors, il y a plein de petits défauts. Alors, dans l'ensemble, en fait, les entreprises viennent bien faire. Donc, il y a des entreprises qui effectivement ont des logiciels de gestion. Alors là, je vois que le PBVTP propose un outil top pour tenir le registre de suivi. Oui, alors Donc, je ne l'ai pas j'ai vu demandé à encore. Corinne va nous passer le lien, je pense. Voilà. Mais dans les faits, enfin voilà, ça ne demande pas grand-chose, hein. C'est voilà, un tableau Excel et un peu d'organisation. Voilà. Donc les entreprises veulent bien faire, mais souvent, il manque quelque chose. Alors je vais me retrouver avec, alors pareil, on va attribuer un masque à un salarié. Quand on vient auditer, en fait, les salariés ont échangé leur masque. C'est quand même assez dramatique parce que c'est quand même une attribution nominative. On a des défauts donc en termes de suivi, c'est-à-dire que les appareils sont tous suivis, les matériels sont toujours tous suivis, mais quand on arrive en audit, c'est toujours l'extracteur qu'on veut voir qui n'a pas sa fiche à jour. Voilà, donc il y a souvent des deltas parce qu'il y a un manque. Alors, on est d'accord, il y a souvent le, la partie productive et d'autant plus dans les situations actuelles où effectivement il y a un flux commercial il y a une pression commerciale importante, c'est sûr qu'on va d'abord aller traiter le chantier et après on va penser au matériel. Le problème c'est que le matériel est une donnée importante du chantier et une donnée importante de la sécurité du chantier. Donc effectivement il faut vraiment avoir un œil très acéré et sur le matériel de protection collective et sur le matériel de protection individuelle. Oui, puisque ce que je vois dans ce suivi, c'est que si c'est pas fait au fil de l'eau, ça devient impossible de revenir en arrière Ça devient impossible. Eh oui. Effectivement, alors et souvent, alors les entreprises se créent des usines à gaz à vouloir à la fois savoir en même temps où est le matériel, en même temps dans quel état il est et en même temps à qui il est affecté. Alors que voilà, le matériel, elle doit le suivre d'un côté et effectivement, généralement, une personne qui gère le matériel, mais s'il n'y a que 4 personnes dans l'entreprise, on ne va pas utiliser un magasinier pour gérer le matériel. Ouais. Avoir une personne qui effectivement s'assure que le matériel soit à jour, soit suivi et qu'à partir du moment où il quitte l'entreprise, le dépôt, on va dire, il est à jour de ses vérifications et il est en état de fonctionnement, permet effectivement de s'assurer que quand on est sur le chantier, le matériel est en état de marche et on peut l'utiliser correctement. Mais tout le monde a son rôle à jouer parce que sur le chantier, c'est pareil. Souvent, on va abîmer quelque chose, on va le renvoyer au dépôt, on va oublier de le dire au patron, on va oublier de le dire aux collègues. Et voilà, donc tout le monde a son rôle à jouer. Le matériel a son rôle de la même manière que les opérateurs sur le chantier. Alors, il y a une question de Jean-Michel la question est la suivante, c'est comment en audit de certification juger de la décontamination correcte d'un appareil de protection respiratoire? Comment gérer la présence de masques non décontaminables du fait des volumes non accessibles visuellement? On est bien d'accord, c'est impossible. De la même manière qu'il est impossible de juger de la décontamination complète d'un matériel qui sort de la douche, puisqu'effectivement, il y a toujours des coins et des recoins. Voilà, donc un masque, on va déjà juger sur le nettoyage en lui-même, parce qu'effectivement, on arrive quand même à se retrouver avec des masques avec quand même des traces de scotch, des traces comment ça s'appelle, de projection de produits qui ont été lancés dans la zone de travaux. Bon, déjà, ce point-là nous gêne. Par contre, après, effectivement, ce n'est pas parce qu'un masque est propre qu'il est décontaminé. Je suis incapable de le décider et incapable de le dire. Ok, voilà, en tout cas, on va arrêter là. Merci Elvire Taubois pour Merci à cette vous. présentation.